Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec vous, ses auditeurs, avec pour objectif de le faire grandir sans qu'il ait besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors si vous aimez l'émission et que vous souhaitez aider Planète Ingé, vous pouvez faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission qui se trouve à l'adresse soutenir.planeteinger.fr. L'argent récolté sert à payer les charges de l'émission, la publicité pour le faire connaître, mais aussi l'équipement et les déplacements pour plus de super interviews sur le terrain. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'invité pour un nouveau super épisode de Planète Ingé. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Gouraud. Alors du coup, j'ai une grosse pression parce qu'Anthony est un spécialiste des médias, podcasteur, producteur de radio, enfin un petit peu tout. Donc j'ai énormément de pression sur la qualité de l'épisode. Je le vois rigoler, vous le voyez rigoler parce qu'il y a la vidéo. Bon bah écoute, bonjour Anthony. Eh bien, écoute, ravi Mathieu d'intervenir pour parler de l'innovation des médias, notamment sous le prisme du Web3, mais pas que, hein, on parlera médias globalement. Et c'est vrai que oui, j'ai été à ta place, j'ai été à la place de l'intervieweur, j'ai essayé de chercher des invités dans un précédent podcast, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais ne t'en fais pas, je ne te juge pas, je trouve que tu t'en sors déjà très bien, très bonne intro, bravo. Pour parler de moi, alors ça fait maintenant 7 ans que je veille et expérimente au quotidien, que ce soit sur les sujets pour les médias sur le sujet de la mesure d'audience, des supports de diffusion, de modèles économiques. Moi, je trouve ça vraiment, tous ces sujets vraiment passionnants. Dès le début de mon adolescence, hein, je savais que je voulais travailler sur ces thématiques-là. Je me suis senti d'ailleurs un peu seul en école en école d'ingénieur parce que globalement, c'est pas spécialement un secteur qui attire forcément les étudiants. Hein. Voilà, en école d'ingénieur, c'est plutôt scientifique, donc il y avait pas beaucoup de personnes comme moi qui voulaient travailler pour les médias. Donc, mais j'ai eu la chance à la fin de mes études d'avoir trouvé un poste dans une boîte qui produit des podcasts, des radios pour les entreprises. Donc, ils avaient besoin une double compétence, donc expertise technologique et une expertise média, faire un peu le pont entre les équipes, on va dire développement web et aussi les chefs de projet de communication et médias. Donc, et ça aussi, le fait d'avoir une double compétence comme ça permet aussi à la boîte d'avoir une différenciation sur le marché, de se démarquer des concurrents, et notamment par le prisme de l'innovation. Parce que j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai aussi fait, j'ai un diplôme complémentaire. Je suis allé dans une école de commerce qui s'appelle TBS et j'ai fait un cursus management de l'innovation high-tech. Donc dans cette entreprise qui produit des podcasts et des radios pour les grands groupes, hein, plutôt type CAC 40. Donc j'ai été amené à travailler sur les assistants vocaux, développer aussi des solutions de web radio locales, c'est-à-dire décliner des web radios par spécificité géographique, par spécificité de cible, et voilà, entre autres. J'ai aussi monté toute une plateforme complète pour mesurer la performance d'audience de nos productions. Donc ça de la mise en place des trackers pour voilà, détecter comment on mesure l'audience. Et jusqu'à la définition des tableaux de bord, des KPI, des indicateurs de performance, voilà, durée moyenne d'écoute, taux de complétion, des choses comme ça. Ça me rassure, Entre là tu as un vrai taf d'ingénieur quoi. Le suivi des Effectivement, KPI, c'est les indicateurs. voilà, il y a quand même, mais c'est ça qui est super, c'est que c'est ça qui est fou, c'est que ça mélange vraiment à la fois la partie vraiment très ingénierie, mais aussi je baigne dans un écosystème purement média où je manger le midi avec des animateurs radio, c'est top quoi, c'est cool. Ouais, donc un parcours carrément original. J'ai presque envie de te laisser faire l'épisode tout seul. Hein. Je te pose même pas de questions. T'as déjà fait 15 minutes d'intro. Non, je plaisante. Et non, mais voilà. Donc on confirme bien aux auditeurs que Anthony, malgré son pédigré média, est bien ingénieur. T'as fait l'INSA de Toulouse d'ailleurs. C'est ça, l'INSA de Toulouse et alors je sais que toi tu es de l'INSA de Rennes, c'est ça?
ou de Rouen. INSA de Rouen, ouais. INSA de Rouen. l'INSA de Rouen, d'accord. Parce que j'ai failli faire l'INSA de Rennes et en fait, il se trouve que j'ai été pris à l'INSA de Toulouse et voilà, à la base, je suis vendéen. Et donc, je suis allé à Toulouse un petit peu par hasard et j'y suis resté parce que la ville est très bien et effectivement, ouais, j'ai fait INSA Toulouse et d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai fait INSA Toulouse parce que je cherchais une école où il y avait une web radio universitaire. Voilà, donc ça fait partie de mes choix de sélection quand il faut sélectionner les écoles post-bac. Donc je voulais absolument, certes une école d'ingénieur parce que j'étais passionné par les technologies et j'avais vraiment envie d'être ingénieur logiciel, mais je voulais absolument aussi à côté m'épanouir dans un média et idéalement une radio. Et effectivement, à l'INSA Toulouse, il y avait une web radio qui s'appelait, avec un nom très original, qui s'appelait Radio INSA. Radio INSA. Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, les radios dans les universités françaises, c'est pas quelque chose qui est hyper répandu. Enfin, et alors on voyait dans les séries américaines, les radios, les activités connexes, même voilà. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose qui est développé dans les pays anglo-saxons. Nous, en France, justement, la préparation des étudiants par rapport aux médias, les médias étudiants, etc., c'est assez confidentiel, non? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait vraiment plus de monde impliqué dans les médias. Alors bon, à l'INSA Toulouse, il y avait quand même un journal papier. Je ne suis pas trop impliqué. Enfin, c'était très sympa, mais c'est vrai que je suis pas trop travaillé là-dessus. Il y avait eu un projet de web TV très rapide. Et sinon, il y avait cette web radio universitaire, un radio INSA. Je sais que dans les autres INSA, il y avait une autre INSA qui avait une web radio, mais c'est vrai que ça se développait pas tant que ça. Alors pourtant, quand on pense à des radios associatives comme Radio Campus, à la base, ce sont des radios universitaires. Mais c'est vrai qu'avec le temps, notamment depuis les années 2000, il y a un petit peu moins d'engouement des jeunes sur le format vraiment radio. Ce qui est un petit peu dommage parce que dans un sens, il y a de plus en plus de chaînes Twitch, de chaînes YouTube, etc. Et finalement, l'exercice est plus ou moins le même. C'est juste le canal de diffusion qui peut différer ou C'est ça. le mode d'écoute. Ouais. Le mode d'écoute aussi. Parce que là, c'est vrai que nous, la web radio, c'était sur un site, il fallait se rendre sur notre site internet. Alors que maintenant, tout le monde va sur les plateformes. Voilà. Alors, on va en parler dans l'émission de l'évolution et des prédictions pour 2023, un petit peu des canaux privilégiés pour la diffusion de types d'émissions comme ça. Tu me disais que tu avais toi-même eu ton podcast à l'époque, un podcast qui s'appelait Des ondes Vocast, c'est ça, qui parlait du monde de la radio. C'était en quelle année déjà pour resituer un petit peu le contexte? Alors, c'était pendant 3 ans, donc de 2018 jusqu'en 2021. Donc, je produisais une émission, Des ondes D'accord. Vocast. C'était un podcast sur le monde de la radio. Voilà, en parallèle de mon taf, je tenais à parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, Qu'est-ce qui te motivait qu'est-ce qui te motivait dans ce sujet-là? Déjà, je tenais vraiment à parler à la fois de l'histoire de la radio avec des extraits d'archives. D'accord, ça me passionne en fait. C'est-à-dire que souvent quand on s'intéresse à l'histoire de la radio, il y a plein de choses qui sont passionnantes en fait. Alors je vais pas commencer à en parler parce que sinon ton épisode va faire 3 heures et on va s'éloigner du sujet. Mais en gros voilà, je tenais aussi à expliquer que souvent quand on veut travailler dans un secteur ou quand on veut même innover, c'est toujours intéressant de s'intéresser au passé parce que souvent il y a plein d'erreurs qui sont dues au fait qu'il y a une méconnaissance de l'histoire même de l'activité dans laquelle on est. Donc voilà, je tenais à parler de l'histoire de la radio parce que c'est passionnant et je voulais aussi faire un lien avec l'actualité que je commentais en même temps dans chaque épisode. Et puis aussi, je voulais faire tout un pan technologique, aussi pour montrer un petit peu mon expertise. Et puis j'invitais aussi des gens, ce qui permettait aussi de me faire un petit réseau, même si un podcast ne permet pas d'avoir un grand réseau professionnel, mais c'était un bon début. Et puis surtout, ça me permettait d'expérimenter des concepts innovants pour un média. C'est-à-dire que c'était un peu mon bac à sable, si tu veux, ce podcast. C'est-à-dire que je testais des choses sur mon émission, comme c'était à moi, je pouvais me planter, c'était pas grave. Et ensuite, ça pouvait tirer profit à mon entreprise. Car j'avais l'expertise et j'avais un retour d'expérience concret. Ça m'est déjà arrivé dans l'entreprise de dire, regardez, j'ai fait ça avec mon podcast. Si vous voulez un rendu concret, voici ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors sur le plan, on va dire test, innovation avec mon podcast. Alors j'ai par exemple testé le modèle du podcast par abonnement avec un fil RSS privé.
Alors ça, c'était avant qu'il y avait les programmes de podcasts payants via Apple Podcasts, etc. Avant, il y avait assez peu c'était pas si facile que ça de mettre en place des abonnements payants. Donc bon, j'avais testé différentes façons de faire. J'avais testé les web stories, anciennement AMP Stories, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équivalent des stories des réseaux sociaux que vous avez sur Snapchat ou autre, mais c'est en format web. Moi, j'y croyais beaucoup parce que je me disais, mais j'avais même mis en place tout un workflow pour faire des résumés de mes épisodes en story sur le web. Voilà, je trouvais que c'était assez sympa. C'est vrai que ça n'a pas trop décollé le web stories, mais en tout cas, bon, j'étais content d'avoir expérimenté ça. J'ai testé aussi le microdon avec le navigateur web Brave et son token BAT, Basic Attention Token. Donc ça, c'était dès l'été 2019. Un peu plus tard, j'ai testé d'autres moyens de financer un média plus ou moins par crypto-monnaie, en tout cas par microdon, avec le standard web monetization et aussi avec le streaming de Satoshi. Donc ça, c'est-à-dire des microdons sur le Lightning Network de Bitcoin. J'avais aussi lancé un NFT associé à un épisode des Ondrecast début 2021. Donc voilà, j'ai fait plein de tests comme ça. Ok. Et ce podcast a été repris par un journaliste, un passionné de radio. La formule a un peu changé, mais l'émission existe toujours. Et en fait, je suis vraiment ravi que quelqu'un ait eu autant envie de poursuivre ce chouette projet. C'est vrai que moi, au bout de 3 ans, je commençais un peu à fatiguer. Je commençais à travailler pour ce podcast et non plus à faire cette émission pour le fun. Donc comme j'ai vu que je prenais plus autant de plaisir qu'avant à le faire, je me suis dit, je vais pas m'en dégoûter. C'est un beau projet. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et à partir du moment où j'ai pensé à arrêter, voilà, j'ai quelques personnes qui sont venues me voir pour reprendre l'émission. Donc ça m'a fait plaisir. Très bien. Il y a eu beaucoup de choses, hein, dans ce que tu viens de nous dire. Euh, Moi, j'en retiens une, c'est que on reparlera des moyens de financement un peu modernes liés au Web3 plus tard dans l'émission, dans la deuxième partie. Donc, vous irez écouter la deuxième partie de l'émission. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est deux choses. La première, c'est que si tu lances pas un média sur un sujet passion, ça devient très compliqué de tenir dans le temps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On voit qu'il y a beaucoup d'émissions qui s'arrêtent très, très vite. Après, je reviendrai sur la partie justement médias liés aux entreprises et pourquoi les entreprises s'intéressent aux médias. Mais j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Beaucoup de podcasts ou d'autres émissions s'arrêtent très, très vite. Les gens font ça pour le fun ou pas sur des sujets passion. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire parce que c'est une course de fond. Mmh. En fait, Qu'est-ce que t'en penses, toi? je pense vraiment qu'on sous-estime la quantité de travail et même d'expertise qu'il faut avoir pour lancer des choses. C'est-à-dire que souvent, on se balade un peu sur les réseaux sociaux, on écoute, on écoute des podcasts, on regarde des vidéos et voilà, on consomme ça en 10 minutes, une demi-heure, mais on se rend pas compte derrière du travail qu'il y a, des échecs aussi qu'il y a derrière à pas réussir à avoir livré. Et donc en fait, il faut quand même une certaine persévérance, il faut quand même ouais, il faut quand même une certaine motivation. Oui, en fait, il faut de la passion parce que sinon la motivation, tu la perds. Surtout que t'es pas rémunéré. Tu peux ne pas être motivé, mais si derrière ça te fait vivre et que tu as un salaire, bon ça peut aller. Mais si tu travailles dur et que derrière il y a pas de résultat, faut voilà, t'as rien sur lequel te raccrocher. Voilà, il faut une passion assez forte et surtout, dès que ça, voilà, moi je peux le comprendre qu'on arrête assez rapidement parce que il faut pas non plus trop s'user, il faut pas, voilà, si on le sent pas, c'est bien aussi de savoir arrêter. Donc ça, il y a Par contre, tu dis, toi, au bout de 2017, en 2021, 2021, tu as ouais, 4 j'ai ans, tenu 3 ans, ouais, 3 3-4 ans. ans, ouais. Ouais, Moi, c'est la question que je me pose, hein, fatalement. Même si tu es motivé, même si tu tiens sur le long terme, à un moment donné, il y aura un épuisement, il y aura une fatigue si tu ne sais pas renouveler le contenu ou le contenant. Toi, c'est un peu ce qui s'est passé, non? C'était mmh, ça, c'est un peu de lassitude, un en peu fait, de... j'essayais toujours moi, c'était un épisode qui durait environ entre 40 et 50 minutes. C'était un épisode chaque mois. Franchement, on peut se dire: «Bon, c'est D'accord. juste, un épisode, c'est, moins d'1 heure par mois» et en fait, non, ça me prenait vraiment beaucoup de temps parce que moi, j'écrivais beaucoup, j'écrivais des scripts, Ah oui. j'essayais vraiment d'avoir, des invités, je préparais beaucoup mes interviews. Ensuite, à chaque épisode, je publiais un article aussi associé parce que je parlais de la technologie donc j'écrivais aussi un article, à côté. Je faisais tout ce qui était, des tests comme je parlais tout à l'heure des web stories. Ça pareil, ça prend du temps.
Voilà. Et puis en plus, je faisais un énorme travail de veille pour être sûr d'être en phase avec l'actualité du secteur, voilà, de proposer du contenu qui rebondit avec ce qui se passe, quoi. Donc oui, c'est beaucoup de travail, et pendant 3 ans, j'ai vraiment essayé un petit peu de renouveler les choses. Et puis en plus, je suis parti vraiment, au tout début où j'avais un certain, par exemple, au tout début en off, on parlait de matériel. Bon, ben voilà, au tout début, j'avais un certain matériel et puis pareil, je l'ai fait évoluer, mois après mois. J'ai fait des émissions à l'extérieur. J'ai eu la chance, par exemple, d'être invité dans les locaux de Skyrock et j'ai interviewé, Emric, qui est animateur de Skyrock, dans le studio de Planet Rap, par exemple. Donc, imaginez-moi avec mon petit sac, avec tout mon matos, parce qu'on me dit: «Non, mais tu pourras pas utiliser le matos de Skyrock parce que c'est compliqué». Donc il faut que, on trouve une solution, toute prête, où quand tu arrives, hop, on enregistre direct. Parce qu'en plus, voilà, un animateur comme Emric, il avait pas spécialement beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est plein de choses que, voilà, l'auditeur, l'auditrice, quand il écoute l'émission, il se rend pas compte de toutes les coulisses derrière, de moi aller jusqu'à, moi je suis à Toulouse, donc aller prendre le train pour aller jusqu'à Paris, plus ou moins juste pour cette interview. Enfin, voilà, il faut vraiment de la motivation, quoi. Il faut, Ouais, il faut prendre du plaisir, quoi. C'est ça le et il faut principal. Et prendre du d'ailleurs, du plaisir. coup, ouais, ça me fait une transition parce que, non, ah tiens, oui, il y a une question qui m'est venue pendant que tu parlais, avant de parler, des médias dans les entreprises, de ce que tu faisais avant. Hem, j'imagine tu écoutes beaucoup d'émissions. On voit beaucoup d'émissions se lancer, et notamment sur le format, interview. Alors, évidemment, Planète Ingé fait exception, c'est un podcast génial. Mais, qu'est-ce que tu reprocherais aujourd'hui à tous ces podcasts qui se lancent? C'est quoi l'écueil que tu leur fais? Est-ce que c'est, qu'ils sont tous basés un peu sur le même format, donc il y a un peu une répétition, une lassitude pour les auditeurs peut-être? Est-ce que, j'ai vu que France Inter a lancé un concours pour, innover sur le format Mmh. podcast. Alors moi je me dis: «Bon, OK, innover sur le format de podcast, à un moment donné, soit tu es sur format histoire, soit tu es en format monologue, soit en format interview, soit en format show». Mais voilà, on fait de l'audio, il y a pas, on fait pas du cirque. Donc qu'est-ce que toi tu reproches, à tous ces podcasts qui se Mmh. lancent en ce moment? Est-ce que tu vois des écueils? Est-ce que tu vois des choses, Ce qui dont te ce plaisent, que qui j'ai te vraiment plaisent? beaucoup, alors j'ai beaucoup reproché, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y avait quelques années, il y avait beaucoup de créateurs indépendants qui, revendiquaient un peu le fait que le podcast avait rien à voir avec la radio et qu'au contraire, il fallait absolument Mmh. séparer, et même le concept de podcast natif, qui était très souvent utilisé, avec cette volonté de séparer, la radio, du podcast. Et moi, je trouvais ça vraiment un peu idiot, de mettre des mots différents, parce qu'en fait, pour moi, au contraire, il faut s'inspirer, de ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'en radio, qu'est-ce qu'on peut tirer de la radio en termes d'expertise, depuis voilà, qu'est-ce que les radios ont comme expertise en interne? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des émissions qui cartonnent? Et comprendre et voilà, et prendre les bonnes leçons, en fait. Ne pas ignorer l'expertise des radios, pour faire un podcast. Quand je dis l'expertise des radios, c'est vraiment comprendre comment on fait une émission, comment on habille un podcast, comment on parle derrière un micro, comment on crée du teasing, par exemple. Comment on fait en sorte que, l'auditeur, l'auditrice reste, à l'antenne ou reste à notre écoute. C'est pas parce que le canal de diffusion a changé qu'il faut tout balayer, en fait. Il y a bien entendu, les radios qui peinent un peu à se renouveler, et donc il faut comprendre là où elles pêchent, mais il faut aussi comprendre là où elles sont fortes. Et donc je pense que voilà, les les, les émissions en podcast doivent aussi s'inspirer, des bonnes pratiques, en radio. Mais ça, c'est plus ou moins le cas. J'ai vraiment l'impression que maintenant, on commence à, on commence à arrêter de faire trop la distinction entre les radios et les studios indépendants, et on se concentre, sur l'essentiel, à savoir satisfaire une audience. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est d'abord se dire: «D'accord, quelle est ma cible? Cette cible-là, qu'est-ce qu'elle veut, en fait? Cette cible-là, elle a que 24 heures dans sa journée. Qu'est-ce qui fait qu'elle va consacrer 1 heure de son temps à m'écouter? Pourquoi?» Et là, il faut se concentrer sur la valeur qu'on lui apporte. Heu et c'est vrai voilà, il y a peut-être beaucoup de podcasts où parfois on oublie un peu que, en fait, on est dans les oreilles des gens. Et moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est les intros voilà, de 10 minutes où les gens se disent: «Ah salut, ça va? Ah ouais, ouais, ah je suis un peu fatigué, ouais hier, grosse soirée machin». Bon, c'est marrant. Alors si la cible, c'est la communauté justement de cette bande de potes, et qu'il y a une sorte de qu'on veut créer une sorte de proximité, c'est totalement cohérent. Mais par contre, bon, parfois je pense que c'est inadéquat.
Moi, je faisais, par exemple, quand je faisais mon podcast, je faisais en sorte de beaucoup, beaucoup couper, que chaque seconde soit intéressante, quoi. Alors ça, c'est beaucoup de travail et en plus, on n'y arrive pas Ouais, bah oui. forcément, hein. Parfois, on se dit: «Bon, bah, ça, on pense que ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant» et en fait, non, ça mais en tout cas, voilà, je pense aussi, il faut beaucoup travailler son montage. Moi, j'ai écouté des émissions où il y avait pas de montage, en tout cas, le montage était, trop peu négligé, trop négligé, pardon. Voilà. Écoute, je retiens beaucoup de choses de ce que tu dis et je te rejoins. Après, on en a toujours quand on fait d'une émission, amateur, on a, un temps limité pour la production. Donc effectivement, ce qui prend du temps, c'est le montage. Ensuite, il Mmh, y a la formation de la personne qui crée ce podcast. Est-ce qu'il a mmh, vraiment une formation, comme tu disais? On néglige que c'est un métier. Tu as parlé de storytelling, de garder les gens en haleine. Moi, j'adore les podcasts aussi où il y a de la musique avec du rythme et ouais, cetera. l'habillage, ouais. Mmh. C'est l'habillage, c'est vraiment important, c'est sympa, c'est ce qui crée, la différence et puis, il y a des gens qui ont su révolutionner un petit peu le format du podcast, de type entrepreneuriat, hein. Je pense à Caroline Mmh. Mignot et Flavie Prévost Ouais. qui sont passés sur des formats un peu snack, un peu dynamiques, de très courts. Ça a aussi, En fait participé à ouais. leur succès parce que les interviews d'entrepreneurs, voilà, enfin je caricature mais, j'ai pas fait d'école, j'ai construit ma boîte de zéro et patati et puis on Ouais. refait tout le storytelling. Voilà, c'est intéressant à écouter, hein, évidemment, hein, donc chaque épisode a le mérite d'écouter, chaque histoire a le mérite d'être écoutée, mais c'est vrai qu'en termes de format, on se lasse un petit peu. Bon, moi je propose qu'on passe à un autre sujet, Anthony, on va revenir à ce que tu faisais toi, justement, à l'époque où tu étais, ou professionnel. Qu'est-ce qui intéressait à l'époque les entreprises, dans le format podcast? Justement, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que les entreprises on le voit en fait dans les stratégies poussées par, les marketeurs, dans des stratégies de création de contenu pour les marques, on voit qu'il y a toujours cette volonté de lancer le podcast. Est-ce que le podcast pour entreprise, c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce qu'en 2023, ce sera toujours la tendance? Ou est-ce que celles qui se lancent en 2023 ont pas déjà un train de retard, en fait? Alors déjà, c'est vrai que il y a eu une époque où en fait, pour des dirigeants, le podcast, c'était nouveau. C'est-à-dire qu'ils découvraient le podcast, donc forcément, comme ils découvraient le podcast, bah, eux aussi, ils avaient envie, d'avoir leur podcast. Ils voyaient sur LinkedIn, voilà, ils voyaient sur LinkedIn qu'il y avait un tel qui avait lancé son émission et tout. Donc en fait, il y a eu cette période où un peu tout le monde voulait son podcast et forcément, bon, bah, on peut pas s'improviser, podcasteur comme ça et donc on a envie d'avoir une équipe dédiée. Moi, dans mon entreprise, c'est ça aussi que j'aimais, c'est que, on voyait plus le podcast comme un moyen pour régler des problématiques, notamment des problématiques de communication, et en particulier de communication interne. C'est-à-dire que, comment on fait pour communiquer, dans un grand groupe auprès d'une certaine cible? Comment faire passer certains messages? Et en fait, c'est vrai que le podcast, la radio, a certaines particularités, contrairement à tout le reste des médias, qui sont assez intéressantes. Notamment, ça voilà, tu peux, réaliser une activité en même temps que consommer le média. Moi, je sais que, par exemple, quand je fais, les tâches ménagères, bah, je vais toujours avoir, dans un podcast dans les oreilles et ça, aucun autre média te permet de ça. C'est-à-dire que c'est la puissance Mmh. vraiment de l'audio, c'est vraiment, cette particularité-là, c'est de pouvoir consommer de l'information, consommer du contenu en faisant autre chose. Ça, c'est très, très fort. Moi, je sais que, par exemple, dans mon entreprise, voilà, on avait une radio dédiée pour les salariés de Carglass, par exemple. Donc là, typiquement, c'est enfin, ça sert à rien de faire une newsletter, ça sert à rien de faire un journal papier et encore moins une web télé ou voilà. Heu, Ouais. les salariés de Carglass, du coup, ils sont en train de travailler. Ils avaient déjà un poste radio. Bon, ben, au lieu d'écouter Énergie ou Fun Radio, eh ben, là, ils ont leur propre radio. Heu, on met en plus C'est génial ça. une musique travaillée spécialement pour eux et on met de l'actualité de com interne. Et puis on permet aussi d'animer, la cohésion de groupe, notamment en annonçant les anniversaires et cetera. Donc voilà. Donc là, je vais parler un exemple de radio, mais ça s'applique exactement pareil pour du podcast. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment d'abord et ça c'est vraiment l'ingénieur qui va parler, c'est vraiment régler des problèmes avant tout et comprendre l'opportunité d'une technologie ou là d'un média pour régler des problèmes, pour trouver des solutions à certains soucis qu'on pourrait rencontrer. Et donc la radio, Et le du coup, podcast, c'est toujours pertinent en 2023 ou tu penses beh, que c'est déjà, les un gens peu, ont toujours besoin d'écouter des choses. Enfin voilà, on peut pas imaginer, enfin ça me paraît,
impensable de se dire que les gens vont maintenant faire que regarder des vidéos ou que lire des articles. Non, il y aura forcément un besoin en voiture d'écouter quelque chose, à la maison mettre quelque chose en fond, au boulot pourquoi pas en travaillant mettre un fond ou bah tiens là je vais faire une petite marche bah tiens je vais mettre un podcast ou en courant aussi par exemple faisant son jogging. Donc OK. forcément à Et partir du moment où il y ouais, a vas-y, excuse-moi. cette part d'audience, elle sera toujours là disponible en fait. Bah là, il faut ensuite se battre pour attirer l'attention et c'est là aussi où c'est de plus en plus dur pour les créateurs et même les radios, c'est que tout le monde lance son média et donc maintenant il faut réussir à bien travailler sa marque, bien travailler sa promesse, hem, pour qu'on soit choisi, et soit sélectionné pour être dans les oreilles des auditeurs et auditrices. Bah, c'est ça. Et Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Voilà, ça me fait super chaud au cœur et je vous laisse en compagnie de l'invité. Et donc, du coup, par rapport à ça, très bonne transition. Tu avais travaillé sur une étude concernant le nombre d'écoutes. Parce qu'il faut expliquer aux gens, en fait, quand on fait un podcast, évidemment, on ne le fait pas pour rien. On a envie d'être écouté par le plus grand nombre. Et un des métriques qu'on regarde, c'est le nombre d'écoutes. Et ça permet aussi, peut-être après, avec un gros volume, d'attirer des annonceurs, etc. Parce que la monétisation d'une émission, ça fait partie du nerf de la guerre. Parce que voilà, ça a des coûts de production, donc il faut monétiser, il faut récupérer de l'argent. C'est un truc d'ailleurs qui se passe très bien dans les pays anglo-saxons et en France, on a beaucoup de mal là-dessus. Je cache pas que voilà, on a des invités, on a des entreprises qui viennent participer et puis quand on leur demande un petit peu de sous, bah tout de suite, voilà. Bon, je pense que c'est typiquement français ça, hein, donc pour le coup, on a un peu du mal encore avec cette notion-là. Bref, parenthèse fermée. Toi, tu avais publié une étude sur justement la triche dans les statistiques d'écoute, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah oui, en fait, c'est la grosse problématique, de l'industrie du podcast, hein, et ça, c'est pas qu'en France, hein, c'est vraiment là, c'est technique, c'est une problématique technique. C'est D'accord. faute de réunir les statistiques de différentes plateformes d'écoute, c'est-à-dire, prendre les stats, récoltées par Apple Podcasts, prendre les stats de Spotify et cetera et les réunir et uniformiser tout ça. En fait, c'est très compliqué pour plein de raisons. Et en fait, les indicateurs aujourd'hui se concentrent plutôt sur, ce qu'on appelle, l'activité des hébergeurs de podcasts. C'est-à-dire qu'on va regarder en fait sur qu'est-ce qui sort des serveurs là où sont stockés les MP3. Et en fait, le nombre d'écoutes, en fait, c'est le nombre de téléchargements, c'est le nombre d'accès au serveur. Et en fait, ça ouvre vraiment la voie de possibles triches. Et donc, j'ai réalisé D'accord. effectivement une étude où j'ai prouvé, voilà, j'ai réalisé une triche, hein, où je détourne les règles de calcul qui sont basées sur des adresses IP uniques notamment. Et donc, j'ai créé un script que j'ai exécuté sur un Raspberry Pi qui requête en boucle des épisodes. En fait, la particularité, c'est que sur ce Raspberry Pi, en fait, je l'ai connecté à une clé 4G qui redémarre quasiment constamment. Et en fait, il faut savoir que en fait, à chaque reconnexion, l'opérateur téléphonique, il attribue une nouvelle adresse IP. Ce qui fait que quand je requête, je fais en plus en sorte de me faire passer pour des applications avec ce qu'on appelle l'user agent. Donc, je me fais passer un coup pour Spotify, un coup pour Apple Podcast, et en plus avec différentes versions et différents OS. Et donc du coup, pour le serveur, comme j'ai une nouvelle adresse IP grâce à ma clé 4G et qu'en plus je me fais passer pour différentes applications et différents OS, ben en fait, pour l'hébergeur, donc dans le calcul des audiences, ben j'ai pu faire passer, enfin j'ai pu faire ensuite certifier de plein d'écoutes, alors que c'était juste un script qui tournait sur un Raspberry Pi. Et puis en plus, pour passer encore plus inaperçu, je faisais en sorte d'avoir plus de requêtes le soir plus le matin, pardon, plus de requêtes le matin et en fin d'après-midi, tout simplement pour simuler des écoutes classiques. C'est-à-dire qu'en fait, les podcasts sont davantage écoutés le matin et l'après-midi, comme la radio, et assez peu la nuit, par exemple. Donc en gros, j'arrivais à simuler l'écoute de milliers d'auditeurs lambda sans que ce soit détectable. Et donc et là, t'as beau appliquer des modèles de machine learning, je sais pas trop quoi, en fait, c'est juste pas possible puisque je reproduis le comportement typique d'écoute, voilà, normale. Ah ouais. Donc, Donc si toi tu le à part fais, si toi tu l'as fait, ouais, j'imagine qu'il y a d'autres qui le font.
Et, Je sais pas ouais. s'il y en a d'autres qui le font. En tout cas, c'est sûr que je suis pas un méga grand génie, hein. Enfin, voilà, j'ai une Soyons pas certaine modestes. expertise. J'ai une certaine expertise, mais ce que je veux dire, c'est si moi j'ai réussi à le faire, c'est qu'il y a forcément d'autres gens sur Terre qui savent le faire. Donc moi, j'avais publié un article, j'avais essayé un petit peu d'alerter, voilà, de sensibiliser à ça. À part ignorer le trafic 4G, je vois pas trop comment on peut faire autrement. Et puis on peut pas ignorer le trafic 4G, hein. C'est-à-dire qu'on exclurait toutes les écoutes faites depuis un réseau 4G. Donc c'est pas possible. Donc après, j'avais proposé quand même une solution, enfin des pistes. Donc ça, c'est à la fin de mon article. Et effectivement, j'ai été en contact après avec des organismes en plus qui sont spécialisés dans la certification des audiences. Où dans mon article, je dis, vous voyez, ces organismes-là, ils m'ont bien certifié. Donc, on peut dire que je pourrais faire valoir auprès d'annonceurs, je pourrais faire valoir tant d'écoutes et toucher tant d'argent. Parce qu'on est à environ 25 $ par tranche de 1000 écoutes. Donc sachant que je peux littéralement en générer autant que je veux d'écoute, limite je mets en série plusieurs Raspberry Pi, plusieurs clés 4G, voilà. Mes seuls coûts, c'est un tout petit peu d'électricité et mon forfait data 4G. Sachant qu'avec des forfaits comme Free ou autres, voilà, c'est pas un problème, quoi. Ok. Donc Bon, voilà, donc ça écoutez, c'est un voilà. exemple Ouais. c'est un exemple de choses que j'ai fait sur mon temps libre, voilà, par passion, dans le cadre de mon podcast, des Androcasts. Et donc voilà, je donne mon point de vue sur comment on peut régler le souci. Et ça, c'est un exemple d'ingénierie pour les médias que j'ai expérimenté avec mon podcast. Et donc, D'accord. Ouais. après, voilà, avec cette émission, c'était aussi l'occasion d'inviter des professionnels et de parler de choses un peu plus conventionnelles. Voilà, mon but n'était pas à chaque épisode de détourner les règles et de faire le malin. Ça, c'est vraiment juste un exemple comme ça. Mais l'idée, c'est que j'aimais beaucoup analyser et comprendre les opportunités aussi technologiques et chercher à régler des problèmes existants. Ok. Ça fait encore une fois une bonne transition avec la question suivante. C'est quoi les innovations technologiques sur lesquelles les médias devraient un petit peu jeter un petit coup d'œil en 2023? Parce que justement, tu vois, toi, avec ton œil, il devrait y avoir beaucoup d'experts. Il y en a, t'es pas unique, mais oui, enfin, t'es unique, on peut le dire, Bon, mais il doit y avoir d'autres experts qui mélangent un peu ingénierie média. Et ton point de vue, du coup, est assez pertinent. Peut nous donner des technologies qui pourraient justement propulser un petit peu l'industrie médiatique dans le futur? Alors peut-être que je peux d'abord parler sur ce qui me paraît le plus important en fait, et c'est ce que je trouve aussi très intéressant, c'est sur le financement, sur comment on Ouais, finance en fait bah les oui. médias, comment, Mm. parce que voilà, tu disais voilà, on a du mal à trouver de l'argent quand on fait un contenu ou quoi, mais en fait le souci c'est que en fait c'est compliqué quoi, c'est-à-dire c'est compliqué parce qu'il y a déjà il y a énormément d'offres, et puis ensuite je dirais que déjà en plus des complications pour assurer leur rentabilité, en fait les médias font face à une méfiance généralisée. Donc D'accord. cette perte de confiance, ça s'explique notamment par la concentration, hein, des médias aux mains de quelques industriels. Par exemple, on sait qu'il y a une dizaine de milliardaires, hein, qui contrôlent une majeure partie du secteur. Donc rien que ça, déjà, on a aussi une relation à l'information qui peut être un peu problématique, quoi. Il y a aussi une opacité des activités, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'il manque beaucoup de transparence, mais même pour les créateurs, les petits créateurs, hein, on on doute beaucoup des partenariats. Il y a aussi il y a des partenariats qui sont pas forcément déclarés, et cetera. Donc, il y a beaucoup de suspicions sur les revenus générés. Donc je pense qu'il faut travailler aussi sur la transparence. Hem, Puis bon, voilà, toutes les nombreuses campagnes de désinformation, les diverses exploitations d'audiences crédules, voilà, il suffit d'aller sur Instagram ou sur TikTok pour, voilà, se dire, voilà, enfin, ceux qui arrivent à vivre de leur métier de média ou de créateur d'influenceurs, c'est pas forcément les personnes les plus avec la meilleure éthique. Donc, peut-être qu'on peut utiliser les technologies pour apporter vraiment un peu plus de Ouais. transparence et surtout essayer de travailler sur la rentabilité et la pérennité de l'information. Je dirais aussi gagner en indépendance. Les médias ont littéralement placé un péage, un mur épais entre eux et le public via les réseaux sociaux. Ils sont esclaves, les médias et les créateurs sont esclaves des algorithmes. C'est difficile, hein, de faire Ça, c'est migrer un point les audiences. Mmh. ouais, c'est extrêmement important ce que tu dis en fait. C'est que ce qu'on appelle le Web 2, hein, les plateformes communautaires, Mmh. les GAFA, on s'est rendu complètement dépendant d'eux pour faire connaître les émissions. Si l'algorithme n'a pas envie de présenter
à un public, etc. Voilà, c'est. Bah, je te laisse Ouais, reprendre, mais ouais. et Je surtout, suis c'est que d'accord c'est avec toi. difficile de faire migrer les audiences des grosses plateformes à d'autres interfaces, notamment ses propres interfaces Mmh. propriétaires. C'est-à-dire que on peut avoir une Ouais. audience assez forte sur Instagram, mais on va avoir du mal à les amener sur notre site web. Moi, je suis assez fan d'initiatives comme Radio Player, qui est un agrégateur des différentes radios françaises. Donc en fait, ce sont les radios françaises qui se sont réunies pour concevoir une plateforme unique pour euh, pour que pour que les Français et Françaises puissent écouter l'ensemble des radios. Donc ça, c'est intéressant parce que la plateforme, elle est conçue et contrôlée par les radios. Donc c'est un projet qui vient d'Angleterre et qui s'adapte petit à petit dans plein de pays, surtout en réponse à TuneIn, hein. TuneIn qui était qui est toujours un agrégateur et qui a été pendant très longtemps la référence pour écouter les radios, alors qu'elle n'a aucun lien avec aucune radio, quoi. Donc moi, ça me rendait fou de voir que l'écoute de la radio sur un assistant vocal comme Alexa ou Assistant, ça passait par TuneIn. Voilà, c'est pour moi un peu parasite pour l'industrie. Ouais, Après, bah, ouais. on parlait d'innovation pour les médias, donc on peut aussi parler sur l'angle éditorial. Alors là, je me sens obligé de parler un petit peu du bien connu ChatGPT. Glo Globalement de la création de contenu par intelligence artificielle. C'est-à-dire, on voit quand même cette tendance à avoir des articles autoproduits, automatiquement générés. Ça se faisait déjà, hein, pour les articles sportifs, par exemple. On avait aussi des vidéos qui étaient produites automatiquement à partir de diverses sources. On avait des podcasts aussi qui étaient retranscrits via des briques text-to-speech. Mais à l'époque, les résultats étaient vraiment décevants. C'était vraiment loin de la qualité d'un travail humain. Et c'est vrai que là, Mmh. les modèles d'OpenAI produisent quand même des choses assez bluffantes. Donc, il faudrait aussi euh, ne pas mettre de côté cette opportunité de ces briques-là pour générer du contenu, parce que je pense qu'il y aura toujours besoin d'articles un peu, ben voilà, comme les résultats sportifs. Forcément, c'est vrai que c'est un peu bête de mettre un journaliste à taper des choses sans vraiment de créativité. Et justement, en fait, ce qu'il faut, c'est utiliser ces API-là pour remplacer du travail répétitif sans énormément de valeur ajoutée. Je pense aussi notamment aussi à Et par chercher des rapport à ça, illustrations si d'articles. tu ouais, alors complètement, Ouais, les illustrations d'articles ou un ouais, petit peu de ça contenu, pour faire du référencement SEO et faire connaître exactement, l'émission, c'est c'est utiliser ça. un mal Voilà pour un bien. Moi, je trouve et ça pertinent, je le fais moi-même. voilà. Mais par rapport à ça, Mais justement, bah, vas-y, termine et puis après je te pose la et question. surtout, c'est ce que je veux dire, c'est que du coup, utiliser les ressources humaines libérées en temps pour créer plus de nouveaux concepts, pour donner plus Ouais, de bah, oui. moyens en termes de journalisme, plus de moyens pour l'écriture notamment. Ça, c'est important aussi. Bah, oui, non, mais c'est ça, se libérer du temps sur des tâches qui comptent vraiment et moi, du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais ça ouvre, encore de belles perspectives aux échanges comme on a là, nous tous les 2 ou aux podcasts, ou aux interviews terrain ou des choses comme ça qui, finalement, vont mettre en avant l'humain par rapport au contenu, Mmh. automatisé, bon, alors même si maintenant on peut générer, je peux générer une interview avec Anthony Gouraud, par une IA, on l'a vu avec, Steve Jobs ou quoi, Mmh. mais l'idée, en fait, je pense, du contenu communautaire, c'est de replacer l'humain au centre des choses et justement, comme on arrivera de plus en plus à avoir du mal à certifier un contenu écrit, qu'il a bien été écrit par un humain et cetera, je trouve que le format, podcast, le format radio reste quand même quelque chose, d'assez, Mmh. pertinent. Après bon, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même des briques maintenant qui permettent de cloner, une voix, de Bah mettre oui. vraiment des plus ou moins une forme d'émotion. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant, hein, c'est assez récent et c'est vrai que moi j'ai été assez étonné, du résultat. Je pensais pas un jour qu'on écouterait, comme ça des voix et que ce serait plutôt agréable. Et je pense que, ce sera toujours compliqué, on pourra pas modéliser, l'humour fin, une forme d'écriture, même un habillage Mmh. par exemple. Tu à part enfin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas modéliser, qu'on ne peut pas coder. Donc tout ce qu'on ne peut pas modéliser, tout ce qu'on ne peut pas coder, en fait, moi je pense qu'on peut mettre n'importe quel modèle, même les plus entraînés. Voilà, je pense qu'on n'y arrivera pas et d'ailleurs tant mieux. C'est en plus, c'est valorisant pour l'humain de travailler sur ces choses-là, d'éviter de faire des choses répétitives et tant mieux si on peut utiliser les technologies pour lui donner plus de temps pour ça. OK.
On va arriver au terme de la première partie. Anthony, juste pour les 2-3 dernières minutes, même 5, hein, on n'est pas non plus pressé. Est-ce que toi, tu as des prédictions? Qu'est-ce que tu sens venir à court et moyen terme, justement, pour les médias, les plateformes, les canaux? Alors, C'est quoi un petit peu pour reprendre ce qu'a fait Carlos Diaz, si tu regardes dans une boule de cristal, qu'est-ce que tu vois, toi, Anthony? alors moi, je vais prendre vraiment mon esprit scientifique très pragmatique. Voilà, je pense qu'on ne peut pas. Voilà, je suis loin de moi la prétention de deviner avec certitude ce que l'industrie sera demain. En fait, les changements prennent du temps à s'ancrer de façon permanente. Je pense que ça, on n'arrive pas trop à vraiment enfin, il y a très peu de gens qui le disent. Mais en fait, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup, mais peu de choses se figent en fait. Globalement, si tu regardes sur le temps long, en fait, c'est vrai que tous les mois, on a l'impression qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles plateformes, des nouvelles tendances. Mais en fait, sur le temps long, en fait, les vieilles recettes souvent sont gardées. Moi, je le vois pour la radio, hein, le podcasting. Enfin, écouter en podcast, c'est possible depuis plus de 20 ans. Voilà. Et j'ai l'impression que tous les 3-4 ans, on dit que le podcast c'est nouveau et que c'est l'âge d'or du podcast et que ça va tout révolutionner. En fait, non, l'écoute à la demande, donc en podcast, s'est développée vraiment petit à petit. Et donc, aujourd'hui, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, l'écoute linéaire au poste FM occupe toujours une large partie de la consommation audio. C'est-à-dire même si on prend en compte le streaming à des Français. Donc ça, c'est important, je pense, de se dire, OK, il y a des opportunités, voilà, le Web3 avec l'IA, peut-être plus de choses comme du Twitch, YouTube. Mais en fait, tout ça prend du temps. Et en fait, sur le temps long, ça bouge, mais beaucoup moins rapidement qu'on ne le pense. Sinon, En fait, ce que sur tu dis un petit peu, 2023, ce que tu dis un petit peu, c'est que c'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que c'est pas les vases communicants. C'est que c'est c'est un ça. jeu où les canaux et les canaux et les audiences s'accumulent en fait. Exactement. Souvent, on Il annonce travaille. la mort, voilà, souvent on annonce la mort de tel, voilà, on a annoncé la mort 1000 fois de la radio, par la télé, puis ensuite par internet ou quoi. Non, en fait, certes, il y a de moins en moins de gens qui écoutent la radio, mais le média est pas mort. Ce sera pareil pour la télé. Et après, ce sera pareil pour le Web 2, par exemple. Il y aura toujours des gens sur les plateformes type Facebook, etc. Alors peut-être que une entreprise en particulier peut mourir. Par exemple, il y a des radios qui ont fermé, voilà. Mais globalement, la forme en elle-même, le média en lui-même, lui, non, ça prendra du temps. Ce sera pas du jour au lendemain. Il y a pas une chose qui va remplacer tout d'un coup. Donc ça, c'est mon parti pris. Après, sur 2023, c'est vrai qu'on peut deviner que TikTok va peut-être encore plus s'imposer jusqu'à éclipser des géants comme Facebook. Mais pour moi, voilà, Facebook et TikTok, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire c'est une plateforme sur Internet. Voilà, c'est bon, juste au lieu qu'il y ait des posts et des images, on est plus sur un format vidéo, format court. Mais voilà. Après, je suis assez partagé hein, sur la posture que doivent adopter les médias là-dessus, parce que TikTok, c'est quand même l'extrême de ce qui ne va pas sur Internet. C'est-à-dire, c'est un Ah oui, intermédiaire moi pour les médias. vas-y. Vas-y, alors, je prends une minute pour expliquer parce que moi, c'est un sujet, je trouve ça extrêmement important. Ouais, on n'en parle pas assez. Vas-y, dis-nous. Alors, après, c'est mon parti pris, hein, je veux dire, mais Oui, bah, de toute c'est un façon, c'est que du intermédiaire. parti pris cette émission. C'est un intermédiaire pour les médias. C'est un algorithme qui est quand même sacrément vicieux. En plus, bon là, les gens vont dessus parce qu'il y a un gros programme où en fait, il y a de l'argent qui est jeté à tout va pour rémunérer les créateurs. Voilà, et voilà, TikTok voilà, perd de l'argent, mais c'est pour attirer des créateurs et faire venir aussi leurs audiences, les audiences et les créateurs. Et sans oublier que c'est un acteur non européen. On connaît assez peu vraiment l'ambition réelle du média social. Euh, donc voilà, c'est dommage que l'industrie n'arrive pas à bien travailler, à œuvrer ensemble. C'est-à-dire qu'on a encore l'impression que enfin, les médias se concentrent sur leur concurrence directe et enfin voilà, par exemple, Le Monde va plutôt regarder la concurrence comme Le Figaro, alors qu'en réalité, sa vraie concurrence, ça va être carrément un réseau social complet, quoi. Ouais. Il y aurait plus d'intérêt en fait à ce qui est des projets communs. Moi, je sais que par exemple, je parlais de Radio Player tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Le claim, c'est
la compétition se fait sur le contenu, mais la coopération sur la technologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis totalement en phase, en fait. Moi, je pense notamment à des projets, malheureusement, qui ont été abandonnés, mais le système d'authentification commun Pass Média, qui avait été avorté en 2021. Bon, ça, c'est dommage, mais j'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de projets de briques technologiques contrôlés collectivement par les groupes médias pour contrer, pardon, les mainmises des intermédiaires, voilà, les briques contrôlées par les grands acteurs technologiques. Et je dis pas ça en disant ouais, ces acteurs-là, c'est des méchants ou quoi. Non, c'est juste c'est de bonne guerre, c'est l'économie, voilà, mais je pense il faut prendre conscience de ça. Et puis après je le prédis depuis longtemps, mais ça n'arrive pas. Ça me paraît évident que la publicité ultra invasive va cesser, qu'on va enfin se concentrer sur l'expérience utilisateur. Voilà, notamment la radio, les pré-rolls là, dès qu'on lance une radio, on se tape 30 secondes de pub, c'est pas possible. Enfin, j'espère vraiment qu'à court ou au moins à moyen terme, ces pratiques-là vont cesser. Eh ben, écoute, ça nous prend une transition vers la partie 2. On va terminer sur cette partie 1. Vous avez pu voir à quel point c'est intéressant d'avoir un ingénieur qui parle de ces sujets parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans le média, c'est pas le contenu qui va compter, c'est aussi la technologie autour. Donc, Justement. merci beaucoup Anthony pour Avec cette plaisir. partie. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la partie 2. On va parler Web3, on va parler médias communautaires et ça va être super intéressant. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview passionnante et j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur newsletter.planeteinger.fr, le lien dans le descriptif, pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À bientôt!